le massacre de Oula est intervenu la semaine dernière. D'ailleurs, la presse a été longue à embrayer, mais dès lors que la machine est lancée, on s'aperçoit qu'elle ne s'arrête plus et qu'elle va extrêmement vite, puisque hier nous avons assisté à l'expulsion en rafale d'une dizaine, euh, plus en réalité, d'expulsion d'une dizaine de représentants, d'ambassadeurs syriens dans les différents pays occidentaux, notamment au Canada, en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, etc. J'en passe les meilleurs, et même la Suisse. Alors le massacre de Oula, qui a suscité évidemment une réaction d'horreur justifiée, a été l'objet d'une enquête préliminaire de la part des observateurs des Nations Unies qui sont sur le terrain, observateurs qui sont sur place pour s'assurer du bon déroulement du cessez-le-feu, du processus de cessez-le-feu initié par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan. Cessez-le-feu qui, comme vous pouvez vous en douter, a du plomb dans l'aile. Or, cette enquête préliminaire révèle que, contrairement à ce que l'on avait dit au départ, les victimes n'avaient pas été touchées mortellement par les tirs de l'artillerie lourde du régime de Damas, mais avaient été tuées à leur domicile, dans leurs appartements, souvent à l'arme blanche, certains des enfants ayant été égorgés. Donc, et là, alors, comme il fallait trouver une explication à la chose, on a dit que c'était des milices au service du régime laïque et baassiste qui en étaient responsables. Mais rien ne le prouve, et d'ailleurs à telle enseigne que M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a une fois de plus fortement déçu ses interlocuteurs occidentaux en demandant une commission d'enquête, en demandant moins de précipitation dans les conclusions et en supposant qu'encore une fois, l'affaire aurait pu être une provocation montée de toutes pièces pour faire accuser une fois de plus Damas des pires crimes et donc faire échouer à la fois le plan de M. Kofi Annan et créer les arguments et le prétexte à une intervention militaire armée extérieure. Les auteurs de ce massacre sont peut-être, sans doute, je ne suis pas sur place, je n'ai pas enquêté, ces fameuses bandes de mercenaires organisées, de sources sûres, établies, les grands médias français d'ailleurs s'en font l'écho, financées, entraînées, convoyées par le Qatar, l'Arabie saoudite, eux-mêmes relais de la politique de Washington, ou par la Turquie. On sait qu'ils entrent à la fois par le Liban et par la Turquie, peut-être aussi par la Jordanie, qu'ils sont financés et équipés, puisque également de sources sûres, je regardais l'autre soir l'émission C'est dans l'air, où s'exprimait M. Pascal Boniface, directeur de cet institut de recherche stratégique qui est l'IRIS, et lui-même disait qu'il y avait très peu de désertions dans les rangs de l'armée assadienne, que ces désertions étaient le fait de jeunes recrues, non expérimentés, non aguerris. Or, on a identifié parmi les corps, on a trouvé des papiers prouvant qu'il y avait là des combattants yéménites, libyens, beaucoup sont arrivés, ceux qui ont l'expérience de la révolution du printemps libyen sont venus, ont été invités, et donc nous avons là des armées mercenaires, ce qui établit un trompe-l'œil, puisqu'on croit que la guerre civile existe à l'intérieur même de la Syrie, alors qu'en fait, ces événements sont suscités et entretenus de l'extérieur. On a arrêté récemment, on a arraisonné plutôt un cargo contenant des armes provenant de France, mais qui était à destination de la Libye, comme si les arsenaux de feu M. Kadhafi ne suffisait pas à approvisionner les différentes bandes rivales qui aujourd'hui s'affrontent sur le territoire libyen. Et donc ces armes destinées à la Libye s'étaient retrouvées à destination des rebelles syriens. Alors nous sommes à un tournant historique, de même que le prétendu massacre de Ratchak. Aujourd'hui, il est établi que ce massacre n'a pas eu lieu.
au Kosovo. On avait retrouvé en janvier 1999 45 cadavres. À l'époque, les représentants américains de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, avaient fait pression sur la commission d'enquête internationale de médecins légistes, dirigée par un docteur, une doctoresse finnoise, et à telle enseigne d'ailleurs que le rapport n'a pas été publié dans les 2 années qui suivirent. Donc on voulait absolument de toute force faire croire que les cadavres avaient été exécutés un à un avec une balle dans la nuque, alors qu'il s'agissait d'une mise en scène. D'ailleurs, des journalistes d'Associated Press qui étaient passés à Ratchak avant la découverte des cadavres ont témoigné que le champ où les corps ont été retrouvés était vide au moment de leur passage. Donc apparemment, il s'agissait de combattants de l'Utcheka qui avaient été réhabillés en civil et disposés de telle façon qu'on puisse croire à une exécution de masse. D'ailleurs, très curieusement, les militaires présents sur place, les militaires liés à l'OTAN ou de l'OTAN, avaient nettoyé la scène du crime en ramassant les douilles des armes qui avaient pu être trouvées. D'ailleurs, s'il y avait eu massacre de masse, le nombre de douilles eût été extrêmement important et n'aurait pas permis un nettoyage aussi précis. Donc une scène de crime à la fois organisée et en même temps une scène de crime soigneusement piétinée qui n'a pas été respectée puisque on a fait en sorte que tous les indices puissent disparaître. À ce moment-là, et je termine sur Ratchak, nous sommes entrés, et d'ailleurs tout le monde l'a dit, nous sommes entrés dans un véritable tournant historique. 2 mois plus tard, les avions de l'OTAN prenaient leur envol pour aller bombarder pendant 70 jours. Et tout le monde sait d'ailleurs que de nombreux objectifs civils ont été atteints, visés même, en contradiction avec les lois internationales de la guerre. Donc il s'agissait de véritables crimes de guerre. On a bombardé notamment des installations thermiques, électriques, avec des bombes à graphite, de façon à priver la population d'électricité et à monter, à terroriser, à stresser la population pour qu'elle chasse, pour obtenir ce que l'on cherche à obtenir aujourd'hui en Égypte, c'est-à-dire un changement de régime change, comme disent les Américains. Ratchak a donc véritablement, a été le déclencheur du conflit, un conflit qui, faut-il le rappeler, d'ailleurs a fait l'impasse sur un quelconque mandat des Nations Unies. Il n'y a pas eu de résolution votée au Conseil de sécurité. Et même, là encore, nous n'avions pas un président de gauche, mais nous avions un Premier ministre socialiste, en la personne de M. Jospin, qui n'a ni consulté et informé seulement a posteriori le Parlement français de l'entrée de la guerre, de la France dans la guerre. C'est quand même des faits extrêmement graves et malheureusement ils ont l'air de se répéter aujourd'hui. Nous sommes dans un cas de figure totalement identique. Il faut d'ailleurs constater, mais on ne peut pas compter sur la grande presse pour mettre l'accent sur cet aspect des choses, que immédiatement après, comme je viens de le dire, un certain délai de carence entre le moment où les faits sont avérés, c'est-à-dire vendredi, on sent que la machine se met à s'emballer petit à petit, mais il faut attendre véritablement mardi avec cette vague d'expulsion pour que tout d'un coup l'affaire explose dans toute sa dimension et dans toute sa dimension de manipulation géopolitique. Si manipulation il y a, donc je le disais, personne ne s'est empressé, la grande presse ne mettra pas l'accent sur ce point, personne ne s'est empressé à demander, en dehors de la partie russe, demander à ce qu'une commission d'enquête approfondie ait lieu. Le représentant syrien au Conseil de sécurité, lundi, a parlé, en sortant au cours d'une conférence de presse, a parlé d'un tsunami de mensonges. Lui-même disait, mais nous sommes consternés par ces événements, nous ne comprenons pas ce qui s'est passé, ni comment ça a pu se passer.
Pourtant, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils auraient pu tenir compte du précédent qui a été Ratchak et savoir comprendre qu'ils allaient tomber dans le même piège. D'ailleurs, la communauté internationale que je mets entre guillemets, c'est-à-dire les puissances européennes leaders de l'OTAN et les États-Unis d'autre part, attendaient avec impatience, piaffaient en attendant la bavure majeure qui leur donnerait un prétexte à pousser les feux d'une intervention. Enfin, au miracle, cette bavure majeure intervient. Donc c'est du pain béni pour les interventionnistes. Mais nul ne songe à demander encore une fois, à approfondir les choses. En toute honnêteté, on voit bien, là encore, que la bonne foi ne prévaut pas dans les relations internationales et que le procès qui est fait à Damas est d'entrée de jeu un procès d'intention. Pourquoi vouloir renverser le régime de Damas? Parce que, eh bien, il s'agit de faire sauter ce que j'ai appelé, c'était le cas pour la Serbie de M. Milosevic, ça a été le cas pour l'Irak de M. Saddam Hussein, de faire sauter ce qu'on appelle un verrou de souveraineté. D'ailleurs, à l'époque de la première guerre d'Irak, il y avait un ancien Premier ministre ou un futur Premier ministre algérien, M. Ahmed Rozali, qui avait dit aujourd'hui l'Irak, demain l'Algérie. Et c'est vrai que l'Algérie aujourd'hui se félicite par exemple que les feux de l'attention et de l'attention malveillante de l'Occident soient concentrés sur la Syrie, puisque selon leur propre jugement, cela leur donne un temps de répit avant que l'Algérie ne connaisse à son tour une sorte de printemps arabe et le processus du régime change, c'est-à-dire du changement de régime. Les souverainetés sont des choses insupportables aux mondialistes, souverainetés qui s'assortissent de politiques régionales, d'alliances. La Syrie est un allié stratégique de l'Iran, est un allié aussi proche de la Russie. Il y a une sorte, non pas de bloc régional, mais d'alliance régionale qui fait de l'ombre à la fois à la puissance dominante du Proche-Orient qui est l'État d'Israël, 51e État des États-Unis, je pense qu'on peut le dire comme ça, ou 28e État de l'Union européenne, et qui d'ailleurs fait entrer dans ses calculs des enjeux de sécurité. Aujourd'hui, la Syrie soutient le Hezbollah libanais, qui menace par ses missiles le territoire israélien, soutient également le Hamas, qui n'est pas chiite mais sunnite. N'oublions pas que le clan au pouvoir en Syrie est un clan alawite, donc assimilé aux chiites, les Iraniens étant eux-mêmes chiites, et ils ont en face d'eux des rebelles qui sont sunnites, c'est-à-dire qui représentent l'orthodoxie de l'islam, l'orthodoxie traditionnelle. Donc, il y a des enjeux de sécurité pour l'État hébreu, il y a d'autres enjeux d'homogénéisation du territoire du Proche-Orient pour l'exploitation des grands gisements gaziers qui se trouvent en Méditerranée orientale. Il y aura bientôt un condominium qui sera installé, qui va s'instaurer entre un partenariat très étroit, puisque c'est même un partenariat armé entre Chypre, membre de la communauté européenne, et Israël. On pense que très bientôt s'installeront une dizaine de milliers de soldats de Tsahal sur le territoire chypriote pour garder les installations offshore d'exploitation gazière. Qui plus est, le territoire syrien offre un débouché sur la Méditerranée et donc elle l'est déjà, traversée. Il y a déjà un oléoduc qui aboutit à Tripoli, mais pas Tripoli en Libye, Tripoli au Liban, qui traverse déjà le territoire syrien. Donc les voies énergétiques, les voies de transfert énergétique sont tout aussi importantes et leur sécurisation, bien entendu, que les sources énergétiques elles-mêmes. C'est ce qu'il faut comprendre. D'où l'intérêt géostratégique de la Syrie et d'un changement de régime pour installer aussi bien d'ailleurs des musulmans, des frères musulmans, à l'instar de ce qui s'est passé ou de ce qui s'est passé en Tunisie ou ce qui se passe
en Égypte qui seront plus raisonnables, voire plus pragmatiques et certainement tout à fait coopératifs avec la puissance américaine, laquelle, pour le cas de l'Égypte, rappelons-le, fournit une aide de 1 milliard et demi chaque année, de 1 milliard et demi de dollars, ce qui est en fait une aide indirecte à l'État d'Israël, puisque en stabilisant l'Égypte, on garantit aussi la frontière sud de l'État hébreu. Annonce du massacre de Oula. On laisse le temps aux images de se diffuser à travers la planète. La vague d'indignation se développe. Par là-dessus intervient une vague d'expulsion massive, montrant et donc consolidant l'idée que le gouvernement syrien est bien le responsable de ces massacres, qu'il est le coupable. Après tout, les gouvernements occidentaux, élus démocratiquement, ne sont pas censés être des menteurs professionnels ou des manipulateurs forcenés. Et c'est pourtant, à l'évidence, ce qu'ils sont. L'histoire nous l'apprend, mais tout est fait pour écraser l'histoire et pour que les peuples, justement, ne se souviennent pas de l'épisode de Ratchak, ni de la procédure suivie pour déclencher l'offensive et la destruction de la fédération yougoslave, puisque à l'époque, il ne s'agit pas de frapper la Serbie, mais la fédération yougoslave, à laquelle appartenait encore le Monténégro, entre autres. Eh bien, là, cette vague de sidération va permettre... on pensait dans un premier temps que la Russie allait lâcher du lest, ce n'est pas le cas. La Russie demande et exige, et c'est toujours un obstacle, exige la réunion d'une commission d'enquête, parce que les Russes ont en tête la façon dont l'intervention humanitaire à laquelle ils avaient adhéré, demandée par le Conseil de sécurité en Libye, avait été en fait détournée, dévoyée de ses finalités humanitaires. Pour sauver le peuple libyen d'un bain de sang, je rappellerai que selon le Conseil national de transition, il y a eu 150 000 morts en 6 mois. C'est infiniment plus que les 10 000 morts réputés avoir 10 000 morts que les 10 000 morts des événements syriens en un an avec une répression absolument atroce et sanglante. Ce n'est pas négligeable, évidemment. C'est même tout à fait excessif. Mais il faut remettre les choses en perspective et relativiser les informations journalistiques qui ont toujours tendance à durcir et à noircir, à épaissir le trait. Donc on crée les conditions aujourd'hui d'un contournement de la légalité internationale. C'est net. Monsieur Recep Erdogan, Premier ministre turc, hier devant l'AKP, les instances de son parti, mais c'est une foule importante, appelait presque ouvertement à une intervention. On peut penser d'ailleurs que la Turquie pourra se voir lâcher la bride sur le coup et engager des opérations de son propre chef, ce qui permettra ensuite à l'OTAN d'embrayer. Toujours est-il, et je conclurai là-dessus, c'est que l'affaire sent très mauvais et que de toute évidence, en toute logique, avec ou sans la Russie, parce que la Russie ne pourra pas s'engager militairement pour défendre la Syrie, nous devrions voir bientôt une intervention extérieure et des frappes de l'OTAN sur des objectifs soigneusement choisis en Syrie. Le représentant de l'opposition syrienne, M. Burnham Galioum, vient de démissionner, vient de quitter, parce que l'opposition syrienne, en fait, n'existe pas. Ce sont des tendances tout à fait morcelées, éclatées. Les représentants ne sont pas rentrés en Syrie depuis parfois des lustres. Ils sont soit à Londres, soit à Paris. Ils sont guère représentatifs de la population syrienne. Et à tout prendre, il y a eu en début d'année une élection, un changement de constitution en Syrie. Dans les zones où le vote a pu avoir lieu régulièrement, la population s'est exprimée massivement pour le changement de la Constitution, de même qu'au début du mois de mai, des élections législatives sont intervenues et partout où la population a pu voter, elle a élu au Parlement les représentants d'une dizaine de partis. Qu'on ne vienne pas dire que rien ne se passe en Syrie et que le gouvernement ne fait pas d'efforts pour s'ouvrir au multipartisme et par conséquent à plus de démocratie.
on peut penser que les puissances occidentales qui marquaient le pas en Syrie, ils ont perdu Homs, ils ont perdu Hama, les poches de résistance et même l'émirat islamique de Hama avait fini par être réduit. On a trouvé un certain nombre de passeports émanant de ressortissants étrangers, voire même de Français, sur les corps trouvés dans les décombres. La victoire militaire n'était plus à l'ordre du jour. Donc les gouvernements occidentaux essayent de forcer le passage. Comme je l'ai dit, le massacre de Hamas, s'il n'a pas été organisé et planifié, en tout cas via un point nommé. Le timing, pour parler le français, le franglais moderne, le timing est parfait avec les expulsions. Il s'agit là aussi de décider, tous ceux qui au Conseil de sécurité, vous savez qu'il y a 5 membres permanents, mais 10 membres non permanents, de décider ceux qui aujourd'hui se montrent hésitants ou réticents. Donc on essaye de débloquer et de passer la barre. Ceci étant dit, la réaction, et d'ailleurs cela se reflète dans la presse, qui dans un premier temps avait espéré, d'ailleurs annonçait Ubi et Torbi, que la Russie lâchait du lest, que la Russie battait en retraite, que la Russie mettait de l'eau dans sa vodka. Ça n'a pas été le cas, puisque dès lundi, M. Sergei Lavrov demandait, exigeait cette commission d'enquête internationale et supposait qu'il puisse y avoir une provocation. D'où déception de l'agent journalistique et même des chancelleries. Parce que tant que la Russie, malgré tout, se met en travers de leur volonté, eh bien, il leur est plus difficile d'engager, puisqu'encore une fois, un certain nombre de pays, puis il y a la Chine. Aujourd'hui, le rapport de force international a légèrement changé. L'Amérique est débitrice de l'empire du milieu, du monde chinois. Ceci s'arc-boute. Et là, on a en Syrie, et c'est un cas tout à fait intéressant et tout à fait nouveau historiquement, on a pour la première fois depuis la fin de la guerre froide et depuis la guerre du Golfe en 1991, donc depuis la chute du mur de Berlin en 1989, on a pour la première fois une opposition marquée de la part des puissances eurasiatiques. Donc on a non pas un retour à la guerre froide avec un bloc de l'Est contre un bloc de l'Ouest, puisque aujourd'hui les puissances eurasiatiques comprennent aussi bien au sein de l'organisation de coopération de Shanghai des pays aussi disparates, voire antagonistes que l'Inde, le Pakistan et l'Iran. Donc on a un bloc eurasiatique qui aujourd'hui dit non au bloc occidental, au bloc atlantique. Donc ça, c'est un cas de figure qu'il faut observer. Donc les choses ne sont pas entièrement décidées, mais on peut craindre qu'un certain aventurisme politique n'entraîne justement l'OTAN à contourner la légalité internationale et le Conseil de sécurité pour engager des actions qui pourront se montrer de toute évidence désastreuses.